Et chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un acteur politique de premier plan qui nous vient de la République centrafricaine, ancien Premier ministre. Il est aujourd'hui député et président de la commission plan, économie et finances au Parlement centrafricain. Il est le président du MLPC, le mouvement de libération du peuple centrafricain. Monsieur Martin Ziguélé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à tous vos téléspectateurs et toutes vos téléspectatrices. Et votre pays, la Centrafrique, est aujourd'hui en proie à une crise sécuritaire qui dit par son nom depuis la chute du président Bozizé en 2013. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la situation? Est-ce qu'elle est maîtrisée aujourd'hui? Oui, la situation sécuritaire de notre pays est effectivement difficile parce que une bonne partie du territoire centrafricain, je n'entre pas dans les détails des chiffres, certains disent 60%, d'autres 75%, d'autres 80%, mais peu importe. En tout cas, plus de la moitié. Plus de la moitié de notre pays est sous l'emprise de 14 différents groupes armés, n'est-ce pas? Et naturellement, du fait que ces groupes armés ont leur impérium sur le territoire, cela bloque la mobilité des personnes et des biens. Et puis malheureusement, il y a eu très souvent des incidents très graves qui ont entraîné des pertes en vies humaines. Vous vous souvenez des événements d'Alindao, et juste au début de ce mois de mai, fin avril, début mai, ce qui s'est passé aussi dans la ville de Zangba, qui est frontalière de la RDC, où il y a eu plus d'une centaine de morts. La situation est toujours difficile, même si après l'accord de paix de Khartoum, on voit la direction dans laquelle il faut aller. Justement, vous parlez de l'accord de paix de Khartoum. Vous y étiez? Vous étiez présent de la signature de cet accord entre les groupes rebelles et le gouvernement en place, mais avec du recul, parce qu'on dit beaucoup de choses sur cet accord-là, avec du recul, qu'est-ce que vous pensez de son contenu? Je vous remercie. J'étais effectivement à Khartoum. J'étais désigné dans la délégation des parlementaires qui devraient participer comme témoins aux discussions finales de Khartoum entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés, avec la facilitation du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, M. Ismaël Chergui, et du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix. Mais il faut souligner, avant d'arriver à votre question, que en fait, les discussions de Khartoum, comme je le disais, étaient des discussions finales. Le point de départ des pourparlers et des discussions ont commencé depuis la signature de la feuille de route de l'Union africaine à Libreville en juillet 2017. Donc pendant plus d'un an et demi, il y a eu des allers-retours, il y a eu des descentes des facilitateurs sur le terrain pour discuter avec les groupes armés, les populations, le gouvernement, les différentes parties prenantes, pour arriver, si vous voulez, à la quintessence des attentes des uns et des autres. Mais c'était quoi la difficulté pour qu'on ne prenne autant de temps? La difficulté, c'était d'abord que les groupes armés, comme leur nom l'indique, ne sont pas des corps disciplinés, avec un agenda et un calendrier de travail précis. Un organigramme. Voilà, donc il y a différents rebondissements, parce que celui-ci veut cela, parce que l'autre ne veut plus si ce qui a été accepté hier est remis en cause le lendemain. Donc il y a eu tout ce travail, j'allais dire, de tamisage des attentes réelles des uns des autres, avec deux balisages, les dispositions de la Constitution du 30 mars 2016, et puis de l'autre côté, les recommandations du Forum de paix. Et tout cela, c'était sous l'égide de l'Union africaine? Sous l'égide de l'Union africaine et des Nations Unies. Donc, à Khartoum, il y a eu des discussions finales qui ont conduit pendant 15 jours à des discussions très serrées et qui ont abouti à cet accord de paix. L'accord de paix, aujourd'hui, c'est un acquis. Je veux vous faire la confidence que depuis les élections dernières, depuis mars 2016, notre position, la position du MLPC, était de dire déjà à l'époque qu'il fallait aller vite vers un accord de paix. Par un accord de paix, c'est comme les rails d'un train. Lorsque vous vous êtes engagé dans un accord de paix, vous êtes appelé à respecter un certain nombre d'engagements. Oui, mais là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a un accord de paix dans ce pays. On en est au 8e accord de paix. On se demande, est-ce que c'est vraiment cela la solution? Oui, je suis conscient du fait que la population centrafricaine est plus que dubitative sur l'issue de l'accord de paix, sur les résultats de cet accord de paix qui en est le 8e. Mais comparaison n'est pas raison. L'accord de paix de Khartoum est différent des accords précédents, au moins sur 3 points. Lesquels? Le premier point, c'est que sa préparation a été plus sérieuse et minutieuse.
tous les groupes armés ont été regroupés à Boire. Ils ont fait un cahier de doléances sur lequel le gouvernement a travaillé bien avant d'aller à Khartoum. Donc les principaux sujets ont été visités. Donc ça, la deuxième préparation, chose, oui. c'est la qualité des garants. Les accords de paix précédents se passaient entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés sous la présidence politique d'un chef d'État de la région, à l'époque le défunt doyen Omar Bongo. Mais cette fois-ci, il y a des garants. Il y a des garants de premier plan. L'Union africaine, qui est la plus grande institution politique africaine, et les Nations unies. Et tous les pays de la CEAC, les pays voisins de la République centrafricaine, sont garants de l'accord. C'est-à-dire, se sont engagés à ce que les engagements des uns et des autres, soient effectivement respectés. Troisième différence avec les accords précédents, c'est qu'il y a un mécanisme de suivi et de sanction. Il y a un mécanisme. Suivi et sanction, vous avez dit, hein? Avant, les accords européens, il n'y avait pas de sanctions. Vous signez l'accord aujourd'hui, demain vous renoncez à l'accord, vous violez l'accord, il n'y a pas de représailles. Vous faites confiance en ces le mécanisme de suivi a déjà fait preuve de son efficacité. Souvenez-vous qu'après Khartoum, quand il y a eu le changement de Premier ministre, quand le Premier ministre Firmin Grebada a été nommé, il a mis en place un gouvernement qui a été aussitôt contesté par les groupes armés. Dans la semaine qui suivait, le mécanisme de suivi a été implémenté. Ils se sont réunis à Addis Abeba, ils ont réuni toutes les parties et on est arrivé à un deuxième gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement remanié avec la présence... qui apparemment fait l'unanimité. Qui apparemment fait l'unanimité et qui vient... Pas apparemment, qui est accepté par la majorité des groupes armés, même si il y a le FPDC de Abdoulaye Niskin qui ne semble pas encore avoir rejoint le groupe, mais la quasi-totalité des groupes armés sont présents. Mais aucun chef d'un groupe armé n'est dans le gouvernement. Oui, mais les chefs ne sont pas dedans, mais les représentants sont là-dedans. Oui, les représentants sont dans le gouvernement. Oui. Les chefs de groupes armés ont été nommés, et bien sûr, cela fait polémique, ça c'est vrai, ont été nommés comme conseillers avec rang de ministre auprès du Premier ministre, pas du président de la République, mais des conseillers auprès des unités spéciales qui, selon l'accord de Khartoum, devront être créées dans 3 zones différentes du pays, pour des unités spéciales des forces régulières, et aidées par ces groupes armés-là pour rétablir la sécurité, parce que vous savez que la crise est née de plusieurs facteurs. Il y a le contrôle, il y a un soubassement économique, il y a le contrôle de la transhumance en général, et puis il y a le problème des ressources minières également, il y a les problèmes phoniques. Et donc le dispositif de l'accord de Khartoum prévoit la mise en place d'unités spéciales, et pour des raisons, je pense, de transition harmonieuse de cette phase-là à une phase où les forces armées centrafricaines récupéreront totalement l'impérium. Ça, c'est ce qu'on a prévu, des unités spéciales, et ces chefs militaires ont été nommés conseillers auprès de ces unités spéciales. Oui, mais dans ces conditions, est-ce que le président Touadéra n'a pas les pieds et mains liés? Non, vous savez, un gouvernement, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique, et l'accord de Khartoum dit que l'objectif de tous, c'est d'abord, dans le respect de l'unité nationale et de la Constitution, d'œuvrer au retour et à la paix et au redressement de l'économie. C'est un programme politique. Le gouvernement a comme objectif de réaliser ce programme politique. Donc, en principe et théoriquement, un gouvernement ne peut pas empêcher le président de la République d'avoir une marge de manœuvre, ou l'existence d'un gouvernement ne peut pas théoriquement réduire la marge de manœuvre parce qu'un gouvernement est un instrument politique, je le répète. Oui, mais bien entendu. Oui, et puis je vous ai dit que cet accord a prévu des garants et des facilitateurs. S'il advenait que l'une des parties signataires, parce que les signataires, enfin les parties engagées, les parties à l'accord, c'est le gouvernement centrafricain, les groupes armés. S'il arrivait que le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, estime qu'il y a dans le gouvernement un déséquilibre tendant à réduire les marges de manœuvre du président de la République, mais naturellement, c'est au gouvernement de saisir les mais quand on voit le mode de désignation des membres de ce gouvernement, est-ce que ces gens n'obéissent pas, les membres de ce gouvernement, certains, j'allais dire, n'obéissent pas plutôt au desiderata de leur groupe à la base, ou bien s'ils ont encore la possibilité de faire ce que veut le Premier ministre ou le Président de la République, même s'il faut marcher sur les intérêts de leur groupe d'origine? Oui, je suis un militant politique, je comprends très bien ce que vous dites. Oui. Au départ, ces ministres venant des groupes armés, étant issus des groupes armés, auront tendance
auront tendance à sûr. travailler beaucoup selon plus pour les indications de leurs groupes armés. Oui. Mais justement, la force d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que un gouvernement qui est toujours épars, hein, les gens viennent de partout, soit une unité. Et une unité de vision. Vous savez, un accord de paix, c'est quoi? Un accord de paix, c'est la traduction politique d'un rapport de force sur le terrain. Nous sommes d'accord? À la fin de la guerre de 1945, entre les forces coalisées et l'Allemagne, lorsque l'armée allemande a été complètement défaite, qu'est-ce qui s'est passé? Le régime allemand à l'époque a signé un acte de capitulation, tout simplement. Et d'ailleurs, tous les responsables militaires allemands et politiques ont été déférés devant les tribunaux. Mais je vais vous donner un exemple tout près de nous. Oui, lorsque vous n'avez pas une victoire militaire, lorsque vous n'avez pas le contrôle de tout le territoire, vous négociez, vraiment, vous négociez un accord politique pour faire en sorte qu'on puisse sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'arrêt des massacres des populations civiles, c'est le retour à la paix, c'est le retour de l'administration sur le territoire, c'est la relance de l'économie. Et c'est les dispositions qu'on doit prendre pour empêcher que de telles situations se reproduisent, n'est-ce pas? Et naturellement, cela, ça peut marcher dans un pays, ça ne peut pas marcher dans un pays, mais là, dans un autre, mais là, si vous voulez, c'est la capacité d'insuffler une discipline du groupe qui déterminera donc l'issue de cette départ. Monsieur Ziguélé, je partage la logique qui sous-tend vos propos, mais je n'irai pas très loin jusqu'en Allemagne pour vous trouver un contre-exemple de ce qui s'est passé en Afrique. Et je vous dirai l'issue, je parlerai de la Côte d'Ivoire, hein, avec le gouvernement d'union qui a été créé, qui a conduit le pays jusqu'en 2010, où on devrait faire une élection. On connaît ce qui s'est passé. Vous allez comparer les deux situations pour me dire s'il est possible que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais avant, nous allons marquer une pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants.